d'affirmation du soir. Pour chacune de nous. Sois qui tu es et qui tu seras. Apprends à chérir cet ange noir turbulent qui t'entraîne vers le haut un jour et vers le bas un autre, protégeant le lieu où ta puissance émerge, coulant comme du sang chaud de la même source que ta douleur. Alors sur la question du militantisme, moi avant de commencer ma transition, etc., je pensais que j'étais militante parce que je faisais de la danse, que j'étais orientale, que j'étais un garçon, etc. Par la suite, j'ai compris que ça s'inscrivait dans le collectif, le militantisme. Donc du coup, j'ai adhéré, je suis membre de Shams, aussi d'une autre association hospitalière. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, déjà pour militer, il faut être citoyen. Et c'est une limite, parce que moi, quand j'étais étudiante étrangère, c'est la carte séjour à la fin de l'année. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'en plus, toutes les personnes LGBT qui nous ont contactés pour Shams, ou qui m'ont contacté moi personnellement, des trans qui vivent par exemple au Maroc, etc., ils se projettent sur un territoire français, comme s'ils pouvaient accéder à la prise en charge, parce que cette prise en charge existe en France, mais que dans les pays maghrébins, par exemple, n'existe pas du tout. C'est même pas reconnu que ça existe, la transidentité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun espace ni d'expression, ni de possibilité d'être. Et ce projet-là de transition, il est abordé par les personnes qui vivent là-bas comme étant possible, mais en France, par exemple, ou à l'étranger. Donc ces personnes-là, en fait, elles font partie au final d'un territoire virtuel qui serait celui des LGBT, mais qui est occidental. Moi, quand je me sens découragée, je vais sur TikTok. Il y a tellement de belles choses là-bas. Au départ, c'était pour mon terrain, mais je suis tombée dedans. Et du coup, de voir des jeunes personnes afro-queer du Cameroun, du Sénégal, de la Guinée, du Gabon, qui expriment leur vérité, qui vivent leur identité, ça donne de l'espoir, ça donne de la force. Et même si par ailleurs on sait comment sont les contextes, on sait quels sont les contextes et beaucoup d'hostilité. Je vais structurer mon propos autour de 3 points. On se rappelle que ma présentation s'est portée le brassard. Donc je vais parler un peu de mon parcours, comment j'en suis arrivée là. Je vais parler du projet de recherche qui m'a intéressée jusqu'ici et voilà, de quelques questions que je me pose ou des défis qui se posent à moi en ce moment. Dans mon parcours, j'ai fait une thèse sur les politiques de lutte contre le VIH-Sida à partir de l'exemple camerounais et de la prise en charge des enfants. Et je pense que c'est parce que j'étais affectée d'une certaine manière par la question des identités sexuelles que j'avais fini ma thèse sur les mobilisations homosexuelles. Je m'étais rendu compte que si l'objet SIDA, le VIH chez les enfants, ne présentait pas de portée politique en tant que telle, les mobilisations homosexuelles qu'il y avait autour de VIH posaient question. Et donc c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'il y a des mobilisations autour de VIH chez les homosexuels, hommes notamment. Et donc en parcourant, en faisant du terrain, je me rends compte aussi qu'il y a des collectifs de femmes qui sont impliqués et puis progressivement qui se détachent de la tutelle des mobilisations gays-hommes pour former leur propre collectif. Donc ça c'était intéressant. J'avais fini ma thèse là-dessus. Pour des questions de financement, pour les 2 postdocs que j'ai réalisés après, je m'intéressais aux rencontres sexuelles en ligne et aux risques de VIH-Sida, comme les pratiques sexuelles qui sont médiées par les rencontres sexuelles en ligne et les risques ou les opportunités de prévention qu'ils ouvraient. D'ailleurs, j'ai fait mon dernier postdoc ici au CESTIM, c'était les 2 plus belles années de ma vie. Alors encore, c'était 2 super années. Dans une
perspective anticulturaliste et intersectionnelle. C'est-à-dire que le postulat, ce n'est pas qu'il y aurait des pratiques qui seraient culturellement uniformes et situées dans certains groupes de population qui les éloigneraient de la prévention. Pour moi, c'est pas un argument qui est convaincant et qui aussi efface complètement l'hétérogénéité des parcours individuels et l'implication en fait de différentes structures sociales qui contraignent les vies des gens. Et donc là, j'ai mis un schéma que j'ai adapté des travaux d'épidémiologie sociale de Poundstone, Stradi et Celentano, qui expliquerait par exemple comment différentes formes de violences sexuelles agiraient sur le risque individuel de contracter le VIH ou de voir sa santé dégradée vers un sida si on vit déjà avec le VIH. Et donc pour commencer, définir la violence structurelle, c'est une sorte de préjudice institutionnalisé. Donc ça c'est la définition des auteurs du schéma, qui est structuré par des processus et des forces historiquement établies, souvent dictées par des considérations économiques et qui agissent, que ce soit de manière routinière, rituelle ou, comme c'est le plus souvent le cas, par des aspects concrets de la vie. Et donc voilà, l'idée de la violence structurelle, c'est qu'elle est quotidienne, qu'elle se manifeste de manière insidieuse et qu'en fait elle impacte et les opportunités de vie, donc par exemple l'accès à l'emploi, au logement, à la mobilité internationale, et des conséquences sur le plan émotionnel et comportemental, puisqu'elle s'exprime par l'exclusion, la violence physique, verbale, et que ça a des conséquences notamment sur la santé mentale, sur la prise de risque individuelle, la consommation de produits psychoactifs, le recours par exemple à des rapports sexuels sans préservatif sous la contrainte économique par exemple. Et que en fait c'est la synergie de ces facteurs défavorisants qui expliquerait aussi des prévalences de VIH différenciées selon certains groupes sociaux. Et en fait en France, on cesse de bouger lorsque la mort approche. Les piliers de bar ne bougent plus de leur comptoir et les hommes ne veulent plus danser par honte ou par timidité, camper dans une position qui les empêche de se mouvoir. C'est si compliqué que ça de danser. C'est vrai. Même si tu le sens mal, danse. Danse. Battre la mesure ne suffit pas ou ne suffit plus. Qu'est-ce que tu en as à foutre du regard des autres? Danse. Danse avec les loups. Billy Elliot, Flashdance, Grease, Rise. Danse. Danse comme les avions de papier que tu jettes en l'air. Danse comme jamais tu as su le faire. Danse comme quand tu étais petite. Comme l'enfant que tu es encore. Danse comme les derviches tourneurs, demandant grâce à l'aurore. Danse ces astres en priant le ciel, fais bouger des têtes, bouger des nuques. Danse comme quand tu rappes avec du rythme et la voix rauque. Danse Centaure le centurion, comme une bête dans la fosse. Bonjour à tous, on est vraiment ravis de présenter, de proposer en fait une discussion à partir de nos deux travaux de recherche autour de la question des affects et de comment en fait ils travaillent les luttes et notamment quand ils sont négatifs et parfois tuent et silencieux dans les espaces militants, invisibilisés, que ce soit par honte, par peur ou culpabilité dans les luttes qu'on fréquente. On a utilisé le terme d'affect, qui est en fait une définition un petit peu plus large que celle des émotions, parce que voilà, les émotions c'est des affects qui sont médiés par le langage. Et en fait, dans les affects, il y a aussi tout ce qui est plus impalpable, que ce soit des formes de honte, d'angoisse, de choses qu'on n'arrive pas forcément à nommer et qui parfois en fait nous débordent complètement et qu'on ne comprend pas tout à fait comment elles nous animent. Par exemple, pourquoi je suis si mal à l'aise ou angoissée par la survenue de cette manifestation, notamment dans un contexte de violence croissante du maintien de l'ordre. Par exemple,
On peut penser à Sainte-Soline et au trauma que ça a créé pour les personnes qui en sont revenues. Enfin, en France, c'était une mobilisation contre des méga-bassines et c'est quelque chose qui est pris en charge. En fait, ces questions-là ont déjà été discutées dans les espaces militants depuis super longtemps. Et en fait, il y a des ressources qui existent, comme le site Activiste Trauma, qui collecte en fait des ressources pour faire face en fait aux difficultés et aux douleurs en fait que peuvent créer les luttes. Enfin, voilà, moi c'est ma perspective aussi de recherche que j'aborde dans ma thèse. Et juste pour me situer très rapidement, mais je le referai ensuite, moi je suis militant, j'étais surtout militant contre les centres de rétention administrative et contre les expulsions avant en fait de commencer ma thèse. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à poser la question des affects dans les luttes à partir d'une expérience très située de grosse PLS. Et du coup de poser en fait la question de la violence administrative et juridique pour les personnes étrangères et aussi pour les personnes militantes qui peuvent être blanches, françaises et qui sont un peu genre concernées en direct en fait par la violence des politiques migratoires. Et oui, en fait, c'est aussi les affects de la recherche qu'on ressent et qu'on va aborder aussi avec Larissa, et du coup, je la laisse aussi. Merci, Lino. Rentrer dans une fluidité, faire vivre ce qui vient de se passer à l'extérieur. Retrouver un autre nœud avec une autre personne. Et voir comment on profite de ce nœud. Pour ensuite prendre le temps de défaire les nœuds. Notre méthode de psychanalyse est une méthode de psychanalyse existentielle. Alors, pour faire court, c'est un travail pour retrouver ça correspond à une valeur, et un travail pour retrouver sa liberté. Donc c'est un travail de libération des aliénations psychiques. Dans les aliénations psychiques, il y a effectivement toute la cohorte des discriminations. Pour moi, une discrimination, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit du traumatisme. Quand on est ostracisé, discriminé, méprisé, rejeté, isolé, ça va créer un traumatisme psychique. Le problème, c'est que c'est pas comme un accident de voiture, excusez-moi de la comparaison, c'est que la personne va grandir et va vivre dans un environnement qui va créer une ambiance traumatogène permanente. Quand, de surcroît, il y a un cumul des discriminations, ça va créer une vulnérabilité, mais du coup une survulnérabilité, donc un risque d'éprouver des blessures psychiques et donc forcément narcissiques augmentées, avec un sentiment d'impuissance, un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet, un isolement existentiel qui va pouvoir produire, on en a parlé, des symptômes et des difficultés qui quand on a cette chance de pouvoir accompagner les personnes en difficulté, qu'on aura à cœur de sortir de cette cohorte de symptômes allant de l'addiction, bien sûr, en termes de prévention. La peur de nous reconnaître nous-mêmes, collés au visage, et quelques pétales de fleurs pour nous pleurer au loin, contre une tonne de ciment vrai. Rappelle-toi bien qu'il y a dans le trousseau du monde des troubles irrésolus qui ne s'échappent jamais. Rappelle-toi bien, ou plutôt une chaleur soude. Rappelle-toi, et sous un verre tiède, rien d'autre que la lumière du sable, ou peut-être un ciel rose. Rappelle-toi, il y a quelques injustices dans le garde-manger. Si tu veux, pour après. Pour casser la croûte sur les montagnes là-bas, sur les montagnes de phosphate, là-bas, au Maroc. Mais si je perce des tonneaux entiers essentiels devant des
La civilisation pourrait-elle s'effondrer? Une des demandes au cabinet des personnes d'orientation homosexuelle, quand ils viennent, et pourtant ils savent qu'ils viennent voir une sexologue, mais évidemment il y a un biais de sélection, ils viennent voir une sexologue et qu'ils savent être de confession musulmane, c'est tout de suite une demande d'espèce de thérapie de conversion sexologico-médicale, parce que dans leur parcours, alors là je parle des personnes qui sont de confession musulmane, lesbiennes ou gays, qui viennent avec cette demande après avoir vu X imam ou fouquet, hein, donc praticien, et ils espèrent qu'avec cette pratique en parallèle, magico-rituelle, il va y avoir aussi la main de la sexologue musulmane qui va leur redonner la bonne orientation et la bonne identité de genre aussi. Parce que c'est vraiment transversal. Parce que dans leur esprit, ils ne sont pas de vrais hommes. Voilà, pour les personnes qui viennent avec une orientation homosexuelle, entre autres, là, je ne parle pas des personnes transgenres. Là, je parle uniquement des personnes qui viennent avec une orientation sexuelle qui ne correspond pas en fait, au schéma forcément hétéronormé de la famille, de la communauté. Et donc il y a effectivement cette gêne, cette peur, cette culpabilité. Et, voilà, il y a vraiment un accompagnement essentiel à faire avec la prise en compte de certains codes. Et c'est malheureusement ce qui n'est pas encore, moi je vois sur le terrain médical considéré. Quand vous avez des patients et des patientes qui vous disent « moi c'est important de prendre en compte le monde invisible », et il faut prendre en compte le monde invisible. Voilà, on sait que dans nos cultures africaines, cette dimension est fondamentale. Je ne pense pas, prime abord, un psychiatre. Pour moi, ça rentre dans le référentiel de cette femme, de cet homme, de cette personne qui se considère une femme-homme, et prendre cet élément-là en ligne de compte. Il y a des endroits en France où l'homosexualité n'est pas admise, où elle est source d'insultes, de harcèlement et de coups. En bref, ce discours médiatique, il est fortement partagé, et moi je m'oppose à ce discours médiatique, en tout cas en tant que sociologue de l'urbain et de la sexualité, j'essaye de le nuancer, je crois que c'est mon rôle. Mais dans cette nuance, mon positionnement est fortement questionné, donc pareil, hein, ça c'est les réactions que je peux avoir quand c'est moi qui interviens dans les médias, donc une personne me dit il est noir comme moi je suis chinoise, ce monsieur. On pourrait discuter longtemps de mon assignation raciale sur le terrain, parce qu'elle me permet d'avoir accès au terrain, mais elle m'en empêche aussi. Et là, la personne questionne ma légitimité raciale pour parler des banlieues, et c'est le cas aussi de la personne qui l'écrit en dessous. Hein. Le mec avoue lui-même qu'il ne vivait pas dans la banlieue, mais en face, et il se permet de remettre en question le vécu des personnes qui ont témoigné sur ce qui se passe dans les cités. Où est sa légitimité? Donc on parlait ce matin de comment se positionner en tant que chercheur ou autre. Bon bah là clairement on remet en cause ma légitimité parce que je n'aurais pas vécu en cité, ce qui n'est pas le cas parce que j'y ai moi-même vécu, mais je ne vais pas me justifier, mais voilà. En tout cas, il y a un avis médiatique qui est partagé, c'est-à-dire une impossibilité de vivre son homosexualité en cité, et il faudrait trouver les bonnes personnes qui le disent. Bon bah en fait les bonnes personnes qui diraient la vérité sont les personnes qui ont raconté des agressions en cité. Par contre moi qui rencontre des personnes dans le cadre de ma thèse qui ne parlent pas de ça, je ne raconterai pas un véritable... en France.
Donc pourquoi je parle de ça et qu'est-ce que je veux essayer de montrer, toujours dans cette idée un peu critique des catégories de santé publique et de cette catégorie HSH née en Afrique subsaharienne, elle me paraît faire l'impasse en fait sur le racisme ou les processus de racisation que je viens d'illustrer à travers le cas d'Alassane. Or, s'il y a une caractéristique commune à tous les entretiens que j'ai menés avec des HSH nés en Afrique subsaharienne, c'est la confrontation au racisme à l'arrivée en France. C'est vraiment le phénomène qui est le plus partagé. Donc, notamment la confrontation au racisme sexuel dont on a parlé tout à l'heure, ou les phénomènes d'exotisation, où dans le cadre de rencontres avec notamment des gays blancs, on va être posé comme ayant un pénis surdimensionné, étant une bête de sexe parce qu'on est noir. Et plus généralement, ce qui va se mettre en place aussi, c'est la confrontation en fait à des interprétations racialisantes des manières de vivre sa sexualité. Donc c'était le cas d'Alassane, mais je l'illustre à travers un autre exemple. Donc c'est Diego qui a 28 ans, qui est originaire d'une ville du Bénin, et qui me dit ça en entretien. Quand tu es noir et que tu dis que tu es bi, parce que quand tu es noir et que tu es bi, automatiquement on te dit « Ah, c'est parce que tu viens d'Afrique ». Non, c'est pas parce que tu es c'est parce que tu es homosexuel à 100%, mais comme tu viens d'Afrique, tu n'as pas envie de faire de la peine pour tes parents, donc tu te mets avec une femme. Et il répond à ces manières de racialiser ou de culturaliser sa bisexualité. Non, on peut être bisexuel, avoir des rapports avec des hommes et des femmes, ça existe. Qu'est-ce qui se passe c'est quoi un petit peu, en tout cas, c'est des résultats intermédiaires, les effets de ce processus de racialisation chez les personnes que j'ai interrogées. En fait, c'est que pour partie, en tout cas, elles souhaitent, pour large partie, elles souhaitent en fait échapper à cette racialisation qui est problématique dans les relations entretenues, notamment avec des gays blancs. Et en fait, les personnes vont se tourner vers d'autres personnes racisées, et si bien que, en tout cas dans mon échantillon, il y a une très forte endogamie raciale, c'est-à-dire que les personnes finissent par déliter et se mettre exclusivement avec d'autres personnes noires, ou plus largement racisées. Et en termes d'espace, il me semble que du fait de cette racialisation notamment, il y a la constitution d'espaces ou de réseaux de solidarité gays racisés. Et en fait, dans ces espaces, les connaissances préventives, elles m'apparaissent, c'est une hypothèse que je travaille, elles m'apparaissent plus lacunaires en tout cas que dans certains espaces gays blancs très institutionnalisés, auxquels finalement l'accès est compromis par ce processus de racialisation. Donc là, il me semble que cette endogamie. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en bas qu'on l'appelle, c'est lui qu'on vient de refuser. Rien n'y fait menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour est enfant de Bohème qui n'a jamais connu de loi. Si tu